Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui m'a été en partie inspirée par un cours que j'ai eu à la fac et dans laquelle on va s'intéresser au texte avec plus de détails. J'avais fait une vidéo l'été dernier dans laquelle je vous parlais des colchiques d'Apollinaire et dans laquelle je vous analysais plus en détail ce poème et j'ai reçu pas mal de messages qui me demandaient de faire une vidéo similaire. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui sous une forme un petit peu différente. Aujourd'hui on va analyser 3 scènes qui sont tirées de 3 tragédies de Racine, donc Andromaque, Britannicus et Bérénice, 3 tragédies qui ont été écrites durant 4 années d'intervalle, donc assez proches dans la production racinienne. Les scènes dont je voudrais vous parler aujourd'hui présentent une caractéristique commune. Ce sont des récits faits par un personnage central dans la pièce, plus précisément le récit d'une nuit, d'un souvenir qui prend la forme d'un tableau vivant qui est délivré au spectateur. Au-delà de la beauté littéraire et poétique de ces scènes, elles contiennent des nœuds et des moments de bascule qui sont importants dans la globalité des pièces. Donc je ne vais pas vous lire les 3 tirades en intégralité parce que ça serait un peu chronophage et pas très agréable pour vous. Mais je vais vous mettre les tirades en barre d'infos si ça tient dans la barre d'infos, sinon je vous mettrai un fichier avec les textes pour que vous puissiez les avoir devant vous, mais au cas où ils sont disponibles sur internet si jamais vous n'avez pas les livres avec vous. Je vous invite vraiment à lire les textes avant de commencer la vidéo parce que ça sera plus agréable pour vous si vous les avez déjà lus pour comprendre et poursuivre le propos de la vidéo, ou à minima de les avoir sous le nez pendant la vidéo parce que sinon vous risquez d'être un petit peu perdu. Donc ce ne sont pas des textes qui sont très très longs, hein, donc ça ne devrait pas vous demander, ça ne vous demandera que quelques minutes. Mais à défaut de vous lire les textes, je vais quand même vous faire une petite mise en contexte si jamais vous n'avez pas lu ces pièces pour que vous ne soyez pas tout à fait perdu. Donc pour Andromaque, on se trouve à la scène 8 de l'acte 3. Après la chute de Troie, Andromaque a été faite prisonnière par Pyrrhus, qui est le fils d'Achille. Et pour rappel, Andromaque, c'est l'épouse du défunt Hector, donc qui a été tué par Achille lors de la guerre de Troie. Pyrrhus, donc le fils d'Achille, l'aime et menace de livrer aux Grecs son fils si elle ne lui cède pas. Donc Andromaque est une femme blessée qui vit dans la douleur de la mort de son mari Hector et de la perte de son peuple troyen. Et à l'acte 3, sa suivante lui demande et presque la supplie d'accepter la requête de Pyrrhus, mais Andromaque est implacable et elle se sent incapable de trahir son mari défunt. Elle justifie donc cette volonté de ne pas épouser Pyrrhus par le récit de cette nuit où Hector et Troie avec lui sont tombés. Dans Britannicus se joue la succession au trône de l'empereur Claude qui vient de mourir. Britannicus en était le prétendant légitime, mais Agrippine a réussi à l'écarter au profit de son fils Néron. Ce dernier a d'ailleurs enlevé Junie, l'amante de Britannicus, dont il est amoureux, et il fait le récit, donc dans la scène 2 de l'acte 2, qui est la tirade qu'on va étudier, il fait le récit à Narcisse, son confident, de la nuit où il est tombé amoureux de la jeune femme pendant qu'elle était sa captive. Dans Bérénice, enfin, on se situe à la scène 5 de l'acte 1 et c'est la tirade qui clôt l'acte. Bérénice, quant à elle, est l'amante de Titus qui va devenir empereur de Rome après la mort de son père Vespasien. Mais le peuple romain s'oppose à cette union pour 2 raisons, parce que Bérénice est une reine et parce qu'elle est étrangère. Ce qui préoccupe beaucoup sa confidente Phénice, à qui s'adresse la tirade. Mais Bérénice lui fait le récit de la nuit de l'apothéose de l'empereur. Donc pour un petit rappel, l'apothéose de l'empereur, c'est quelque chose qui clôt les 8 jours de deuil qui étaient requis dans l'Empire romain, et c'est une sorte de cérémonie funéraire durant laquelle l'empereur rejoint les dieux en quelque sorte. Donc c'est une sorte de cérémonie religieuse. Et donc là il s'agit de l'apothéose de Vespasien qui est mort, et cette nuit consacre en même temps par l'apothéose de Vespasien le couronnement futur de Titus en tant qu'empereur. Donc Bérénice fait à Phénice le récit de cette nuit de l'apothéose de l'empereur mort qui tourne finalement en éloge de son amant Titus, et elle interprète cette nuit comme le début d'une union heureuse avec l'empereur. Donc ces 3 textes sont des exemples de ce que certains critiques ont appelé la nuit racinienne, c'est-à-dire le récit d'un événement nocturne, un souvenir qui est proposé par le personnage au spectateur. Il y a une forme d'irréalité qui émerge donc de la nuit, et donc ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo, c'est de comparer ces 3 scènes, de voir ce qu'elles ont en commun, de voir ce qu'elles ont en différent, d'étudier la façon dont Racine met en place
ce procédé de récit d'une nuit émerveillée. On voit d'abord que ces scènes représentent une forme de tableau, qu'elles sont très descriptives et très picturales. Et Racine emploie ici une figure de style qui est assez courante au théâtre et notamment dans les tragédies du XVIIe siècle, donc en tragédie classique, qui est une figure qui s'appelle l'hypotypose. Donc l'hypotypose, c'est une figure qui consiste à décrire une scène d'une façon si réaliste qu'on a l'impression qu'elle se déroule devant nos yeux. On voit en effet que nos scènes sont saturées de verbes de vision. Donc par exemple dans la tirade d'Andromaque, on a le verbe songe, on a figure-toi, dans Britannicus on a je l'ai vu, et dans Bérénice, on a as-tu vu la splendeur, peut-on le voir, les avis de regard. Donc on a tout un vocabulaire de la vue. Donc les autres personnages qui ne récitent pas ces tirades, donc qui sont Céphise dans Andromaque, Narcisse dans Néron et Phénice dans Bérénice, ces trois personnages sont pris à partie comme spectateurs de la scène et nous sommes aussi en tant que spectateurs et spectatrices ou lecteurs ou lectrices du texte embarqués avec eux dans la description subjective de cet événement. Ces scènes sont donc des tableaux et le fait qu'elles se déroulent pendant la nuit crée un effet de clair-obscur qui caractérise le genre pictural. Donc on peut voir que le vocabulaire des flammes et du feu de manière générale est un champ lexical qui est extrêmement présent dans les trois scènes, ce qui crée un contraste évident avec la nuit noire. Quelques exemples, dans Andromaque, on a « Figure-toi Pyrrhus, les yeux étincelants, entrant à la lueur de nos palais brûlants ». Donc ici, étincelant et brûlant riment ensemble. Donc on a les flammes du décor et les yeux enflammés de Pyrrhus. Dans la tirade de Néron, on a également les flambeaux qui reviennent à 2 reprises. Et on a les flambeaux qui brillent aussi comme pour Pyrrhus, qui brillent dans les yeux de l'objet aimé qui est ici Junie. Donc les lumières se reflètent dans le regard des personnages qui sont au centre de la tirade. Et dans Bérénice, on a aussi l'évocation des flammes, donc les flambeaux, ces flambeaux, ce bûcher, cette nuit enflammée. Donc on est dans une atmosphère de lumière, ce qui crée un paradoxe avec le concept évidemment de la nuit noire. Il s'agit en fait ici d'une nuit éclairée, d'une nuit éveillée, lumineuse, qui est propice aux révélations. Révélation pour Néron de son amour pour Junie, révélation pour Bérénice de l'avènement de Titus en empereur et ce qu'elle interprète comme l'avènement futur de leur union, et révélation de la perte d'une patrie et de la douleur que cela a provoqué en elle pour Andromaque. On a même un terme dans la réplique d'Andromaque qui illustre directement ce genre pictural, puisqu'elle dit « peins-toi » à ses fils. Donc elle invite les spectateurs et les spectatrices à eux aussi se peindre le tableau de cette scène et de se la représenter finalement comme un tableau pictural. Donc la peinture d'un tableau ne vient pas sans la description d'un décor, d'une atmosphère, d'une ambiance particulière, et c'est notamment le cas dans la réplique de Bérénice, avec une accumulation d'éléments qui sont associés à l'Empire romain, et notamment des couleurs comme l'or et le pourpre qui étaient des couleurs caractéristiques de la puissance de l'Empire, d'une puissance militaire, politique, hégémonique. Dans la réplique d'Andromaque, la description du décor est, elle, très pathétique, puisque c'est un souvenir douloureux, un souvenir malheureux qui signe la fin de la patrie de la reine. Donc on a un vocabulaire et un registre pathétique qui est omniprésent. Donc on a de sang tout couvert échauffant le carnage. On a les cris des vainqueurs et les cris des mourants qui s'opposent. On a le fer expirant. Donc on retrouve aussi la couleur du sang, donc ici ça tranche avec la couleur pourpre qui caractérisait la réplique de Bérénice, qui était ici la manifestation d'une puissance, mais d'une puissance positive, d'une puissance qui est mise en valeur par le regard amoureux de la reine. Ici on a au contraire une puissance qui est cruelle, qui est meurtrière par la couleur du sang, donc cette couleur rouge est assez équivoque dans les scènes. Donc l'intérêt de ces tirades, c'est qu'elles évoquent un souvenir qui prend la forme donc de cette hypotypose. On a l'impression qu'on est en train de revivre directement cette scène devant nous. Et ce qui est intéressant aussi dans ces répliques, c'est qu'évidemment elles impliquent une certaine subjectivité et une certaine affectivité du locuteur ou de la locutrice. Et on est vraiment amené à voir cette scène à travers les yeux de celui ou celle qui l'a vécu, étant donné que nous, on n'a pas pu y assister. Donc c'est vraiment l'idée d'un récit rapporté, mais qui du coup est partiel et vu simplement à travers le prisme d'un regard exclusif. En effet, ces tirades sont à la limite entre la réplique et le monologue. On peut
parler presque de soliloque. Donc le soliloque, c'est un monologue, mais quand quelqu'un est avec vous sur scène. Donc ici, que ce soit Céphise, Phénice ou Narcisse sont des personnages qui sont un peu en retrait, même si Andromaque, Bérénice et Néron s'adressent à eux à certains moments. Ce sont quand même des personnages qui sont en retrait et dont l'avis n'est pas vraiment sollicité. Ils ne sont sollicités que pour la forme, mais en fait c'est la parole unique et imposée des trois personnages principaux qui est au centre de la scène. Le personnage qui parle en effet revit pleinement et seul ses moments de souvenir. Donc Andromaque, par exemple, se peint au milieu des flammes avec une forme de pathétique. Elle se place au milieu de la scène en imposant au tableau son point de vue, à la fois par sa parole, mais aussi par sa présence au centre du tableau. Elle explique aussi que c'est la première fois qu'elle a vu Pyrrhus. Figure-toi Pyrrhus, les yeux étincelants, peins-toi dans ces horreurs, Andromaque éperdu. Voilà comme Pyrrhus vint s'offrir à ma vue. Voilà par quels exploits il sut se couronner. Voilà enfin l'époux que tu veux me donner. Ici, ces paroles sont très fortes, puisqu'on a bien vu qu'il y avait une forme d'ironie dans la réplique d'Andromaque, qui voit pour la première fois Pyrrhus comme un conquérant barbare, meurtrier, assassin de son peuple, meurtrier de masse. Et donc cette image frappante, elle ne peut pas s'en débarrasser. Et cette nuit a finalement définitivement enterré tout espoir de mariage que pouvait nourrir Pyrrhus. Et cette première impression de Pyrrhus est forcément très subjective, puisqu'Andromaque est directement touchée par les événements qui se sont passés à Troie, et c'est une image de laquelle elle ne peut pas se débarrasser, qui s'est imposée et qui s'est ancrée définitivement en elle. Dans Britannicus, Néron peint Junie au milieu des symboles de la puissance romaine, et il la peint comme vertueuse, innocente, c'est presque une figure virginale, divine. Il l'intègre inconsciemment au décorum romain, donc on a parlé des flambeaux, des ravisseurs également, comme si elle était déjà en sa possession, en étant captive, non seulement une possession physique donc, mais aussi une possession amoureuse. On trouve aussi des hyperboles qui montrent l'admiration subjective que l'empereur, que l'homme amoureux porte pour celle qu'il aime, et des mentions d'un amour qui n'est pas uniquement sentimental, mais qui est un véritable désir passionnel. Donc en ce qui concerne les hyperboles, on a ravi d'une si belle vue, donc la tournure superlative ici met vraiment en valeur l'amour de l'empereur pour Junie, et on a aussi donc des mentions d'un désir érotique parfois subtil, parfois moins, donc la réplique s'ouvre excitée d'un désir curieux. Donc ici on a un vocabulaire quand même assez explicite, mais on a aussi un vocabulaire plus subtil. Belle, sans ornement, dans le simple appareil d'une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil. Donc ici le simple appareil est une litote, un euphémisme si vous voulez, pour mentionner le fait que Junie est presque nue face à l'empereur. Néron est en effet fasciné, ébloui par Junie, mais c'est un éblouissement qui n'est pas, désintéressé, qui n'est pas dans une optique de consentement, dans une optique d'amour réciproque, mais au contraire dans une optique beaucoup plus sadique qui caractérise évidemment ce personnage. Dans ce sens-là, c'est assez intéressant de noter que Néron emploie à plusieurs reprises le terme d'image. C'est assez intéressant puisqu'on a parlé de l'hypotypose, et le principe de l'hypotypose, c'est d'imposer des images à la fois aux spectateurs et aux spectatrices, mais aussi aux personnages. Donc ici, Néron est amoureux d'une image, d'une vision, plutôt que d'une femme, plutôt que d'une personnalité à part entière. Il y a une sorte de dématérialisation de Junie qui devient une forme d'icône et non plus une femme à part entière. On voit ici que Néron a transformé la vision de Junie pour se l'approprier, c'est donc une vision qui est éminemment subjective. Et la fascination et l'éblouissement que Néron porte pour Junie se retrouvent aussi dans la réplique de Bérénice. Et c'est sûrement ici que la subjectivité se fait la plus forte, car Bérénice impose son propre regard à sa confidente, mais aussi au spectateur. Comme on le voit dans cette tournure restrictive, peut-on le voir sans penser comme moi, qu'en quelque obscurité que le sort lui fait naître, le monde, en le voyant, eût reconnu son maître. Donc ici, elle réintroduit Phénice dans sa réplique, mais c'est pour mieux lui imposer son point de vue. En fait, ce n'est pas seulement qu'elle a un point de vue subjectif, c'est qu'elle ne comprend pas qu'on puisse avoir un autre point de vue que le sien. Donc ici, la subjectivité est complètement exclusive de tout autre type d'interprétation.
Elle le mentionne aussi au début de sa réplique, tes yeux ne sont-ils pas tout pleins de sa grandeur? Donc là aussi, on a cette dimension d'éblouissement qui revenait déjà dans la réplique de Néron, mais qui est ici très frappante. On s'imagine vraiment la reine avec les yeux pleins de lumière, qui n'arrive pas à voir autre chose que Titus, qui pourtant prend place au milieu de tout un décorum, de toute une cérémonie de laquelle il n'est même pas le centre en fait. Titus est en effet au centre de la scène, il s'oppose à la foule des Romains qui l'admirent et sur laquelle Bérénice plaque encore une fois son propre regard. Elle voit en lui à la fois l'empereur et l'amant, notamment à travers ce chiasme qu'on va étudier plus précisément. Le chiasme, si vous n'êtes pas familier ou familière avec cette figure de style, c'est une figure de style qui se construit en symétrie avec un élément A, un élément B, un élément B et un élément A. Donc je vais vous lire l'Alexandrin, ce port majestueux, cette douce présence. Donc ici, la structure en chiasme, elle se caractérise par un élément A qui est port, qui est un substantif, un élément B, majestueux, qui est un adjectif, un élément B à nouveau, douce, aussi un adjectif, et un élément A, présence, qui est un substantif. Donc vous voyez, on a une structure symétrique qui est encore plus rendue par l'Alexandrin, puisque je vous rappelle qu'à l'Alexandrin, la césure est toujours à l'hémistiche, c'est-à-dire c'est une structure symétrique, c'est 6 syllabes d'un côté, 6 syllabes de l'autre. Donc ici, dans le premier hémistiche, ce port majestueux, on a la figure de l'empereur Titus. Donc cette figure politique, militaire, celle que les Romains peuvent observer. Et dans le deuxième hémistiche, cette douce présence, on a plutôt l'amant, puisqu'ici l'adjectif douce rappelle plutôt la tendresse amoureuse, l'intimité. Donc on a vraiment ces deux figures qui sont placées ensemble dans le vers et qui montrent que Bérénice n'arrive pas à distinguer l'un de l'autre et qu'elle n'arrive pas à distinguer l'empereur de l'amant. J'insiste sur ça, on verra un peu plus tard que ça a son importance en fait dans la suite de la pièce. Cette subjectivité se fait donc encore plus forte chez Bérénice car contrairement à Néron et à Andromaque, elle fait une erreur d'interprétation quant à cette nuit dans laquelle elle voit la consécration de leur union future alors que c'est en réalité l'inverse. Et en effet, ces scènes n'ont pas seulement une importance en tant que tableau, en tant que souvenir subjectif, ce sont des scènes qui ont une importance capitale dans le déroulement de la suite de la pièce. Ce ne sont pas simplement des souvenirs hors du temps, mais ce sont donc des moments clés dans l'intrigue. Donc pour Bérénice, on l'a dit, ce moment est paradoxal, puisque la reine pense qu'à présent que Titus est empereur, il n'y a plus d'obstacle à leur union. Elle prend donc cette scène d'apothéose comme une scène de délivrance, de consécration, alors qu'en réalité c'est l'inverse. C'est précisément parce que Titus va devenir empereur que leur union est impossible. Et la fin de la réplique, qui, je le rappelle, est aussi la fin de l'acte. Aussitôt, sans l'attendre et sans être attendu, je reviens le chercher et dans cette entrevue, dire tout ce qu'au cœur l'un de l'autre content inspire des transports retenus si longtemps. Donc il y a un véritable mouvement à la fin de la scène vers Titus et cette réplique prend donc des allures pathétiques puisque c'est le dernier moment de bonheur pour la reine et le spectatrice ou lecteur-lectrice qui aura soit connaissance de l'histoire, puisque je le rappelle, cette pièce s'inspire directement de la vie des 12 Césars de Suétone, qui est une biographie des empereurs, ou qui aura lu la préface de Racine, qui spoil la pièce entre grands guillemets, ne peut être saisi de pitié face à l'aveuglement de la reine, et il y a ici un effet évidemment d'ironie tragique qui se met en place. Pour Andromaque et Néron, il s'agit en partie de construire leur caractère, leur essence en tant que personnage. Andromaque est une épouse et mère qui se distingue par sa droiture, sa volonté de rester digne et intègre, et cette tirade nous révèle enfin pourquoi elle ne peut pas épouser Pyrrhus. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus de doute sur le fait qu'elle ne cédera rien à Pyrrhus et cela précipite malgré elle la fin tragique de ce personnage. Donc on voit cette intégrité morale jusqu'à la fin de la réplique. Non, je ne serai point complice de ces crimes, qu'il nous prenne s'il veut pour dernière victime. Tous mes ressentiments lui seraient asservis. Donc ici on retrouve le vocabulaire guerrier, notamment avec crime et victime qui sont placés à la rime, donc qui ressortent à la lecture des Alexandrins. Ici, elle se fait véritablement captive, victime, sacrificielle et presque martyre de Pyrrhus. Donc il y a une sorte d'absolue droiture morale de laquelle on comprend grâce à cette tirade à laquelle elle ne renoncera pas, même si la vie de son fils est en jeu, puisque son honneur, ses valeurs, sa vertu sont au-dessus de toute vie humaine, y compris la sienne, et celle de la personne qu'elle aime le plus au monde.
Quant à Néron, son amour pour Junie est rempli de puissance, c'est un amour sadique qui se réjouit même des larmes de la jeune fille. Donc on peut le lire ici, triste, levant au ciel ses yeux mouillés de larmes qui brillaient au travers des flambeaux et des armes. Donc ici l'opposition entre les larmes et les flambeaux qui sont aussi métaphoriquement une représentation de la passion que Néron possède pour Junie. Ici les larmes qui sont éclairées à la lumière du désir de l'empereur sont des larmes qui sont érotisées, qui sont une source de plaisir pour l'empereur, qui sont aussi un stimulant pour son amour. Donc c'est un amour évidemment sadique, c'est plus un désir de possession d'ailleurs qu'un véritable désir amoureux. Et si la pièce de Racine porte le titre de Britannicus, le personnage central de la pièce est en effet bien Néron, et cette tragédie raconte l'avènement d'un tyran sadique qui sombre dans la folie et dans la domination sanglante. Et ici, les premiers signes de ce désir de tout posséder, de la gloire à l'amour, se font sentir par ce rapport très malsain qu'il entretient avec Junie, sa captive. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie de lire ces pièces de Racine que je vous recommande vraiment de lire, surtout Andromaque, qui est ma préférée des trois à titre personnel. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si le format vous a plu, j'espère que c'était assez clair. Voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.